Bonjour à vous, chers auditeurs. Un petit mot avant de commencer l'épisode pour m'excuser de la piètre qualité sonore. J'ai eu un petit problème d'écho avec mon microphone, problème que j'ai découvert à la toute fin. Et aussi, notre invité avait un microphone qu'on appelle omnidirectionnel et qui captait donc tous les bruits ambiants. Donc, on s'excuse de la qualité sonore de cet épisode. On espère que vous apprécierez quand même le contenu. Bon épisode. Cette semaine à l'émission, les objectifs Canon prévus pour 2020, les gagnants du Sony World Photography Awards et on s'entretient avec le responsable du service d'impression chez Lozo. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 167. Stéphane Vaillancourt au micro. Je suis en compagnie de Pierre-Luc Groslo. Salut Pierre-Luc. Oui, salut Stéphane. Hey, comment vas-tu? Ça va très très bien. Et toi? Oui, très bien. Toi, ça a l'air que tu es pas mal occupé ces temps-ci. Tu travailles des semaines des semaines de 7 jours ou presque. Disons que le retour au travail est assez intense, là. On avait beaucoup de choses à faire pour préparer le magasin de façon à ce que ça soit sécuritaire pour tout le monde, là, les clients, employés, etc. Puis les gens, les gens viennent nous voir, ils nous téléphonent, puis ce que je disais avec d'autres collègues cette semaine, là, c'est que je pense que les gens, à force d'être à l'intérieur, là, puis de tourner en rond pendant un certain temps, ils ont développé ce besoin-là de créer, puis de s'exprimer. Donc, là, comme nous, on est là pour essayer de les aider dans la réalisation de leur projet, là. Ils viennent nous voir. Donc, c'est super positif parce que nous, on est occupés, puis les gens sont au rendez-vous, ils nous ont pas oublié tout ça. Donc, ça, on apprécie ça énormément. Mais ça fait que, comme on est revenu partiellement, c'est pas l'équipe au complet, disons qu'on court un peu. Mais on le fait avec le sourire, là, puis on est content que les gens viennent nous voir, évidemment. Donc, voilà. Bon, super. Là, as-tu eu du temps pour faire de la photo depuis la dernière fois? Ou... J'ai pensé à la photo énormément. J'ai consulté beaucoup de photos, mais j'ai pas eu l'occasion de sortir mon appareil depuis peut-être une dizaine de jours, je dirais, là. Okay. Mais je me promets de le faire dans les prochains jours. Puis je vais recevoir un nouvel appareil que j'ai commandé cette semaine, qui est le D850. Ah oui? Qui n'est pas un appareil qui vient de sortir, non, là, mais qui c'est un bon appareil. Quand même, là, c'est pas mal le meilleur DSLR sur le marché. Puis c'est ça. Donc, il y a des petits trucs que je veux essayer avec lesquels j'ai jamais joué, dont le Focus Speaking. J'ai eu l'occasion de jouer avec ça. Alors, ça fait partie de mes prochains projets. Mais il y a le Focus Speaking sur un DSLR? Oui. Ah, je savais même pas. Nikon ils ont développé ça, puis il y a l'option de Focus Speaking sur le D850. OK. Ah, je me souvenais pas de ça. Je ne sais pas si je l'avais remarqué quand on en a parlé, là, mais c'est intéressant. Ouais, ça peut être hyper pratique dans certains contextes. Là. Puis bon, moi je fais particulièrement de la photo de paysage et de la photo d'architecture. Puis c'est rare que j'utilise le focus automatique. Donc j'aime beaucoup sur trépied utiliser le focus manuel. Donc dans ce cas-là, le focus speaking peut être fort utile. Oui. Puis moi j'ai fait de la photo ce week-end avec ma copine. On s'est installé, puis on a refait une petite série de photos comme j'avais fait précédemment avec les contrôleurs de jeux vidéo puis les albums vinyles. Mais là, on l'a fait avec des livres vintage. Ils ne sont pas tous vintage. Il y en a des qui datent de 30-40 ans peut-être, mais il y en avait aux pages un peu plus jaunies. Il y en avait un de 1922, un petit recueil de poèmes. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, une chose, ce n'était pas des livres de grande valeur parce que, les séries que je fais, pour les gens qui les ont vues, vous pourrez aller voir sur Instagram, là, évidemment. Ce sont des photos où ma copine porte des gants de latex. Et les gants de latex, normalement, tu mets un produit dessus pour qu'ils deviennent plus luisants parce que c'est du caoutchouc, en fait. Puis ce produit-là est un peu graisseux. Donc, si tu viens de mettre le produit et tu touches à des pages de livres, ça fait des taches.
Oups! Ouais, donc évidemment, bon, les premiers livres qu'elle a pris dans ses mains, c'était pas vraiment des livres importants, donc ça enlevait un peu la graisse, mais à un moment donné, il n'y a plus de graisse, puis là, ça fait que c'est plus luisant, ça reflète plus la lumière autant. Là, il faut en remettre, puis là, on avait oublié de faire attention, puis là, en mettant les doigts, ça a taché le livre un peu, mais c'est pas Ah grave, oui, hein? c'est- on a pu récupérer, elle s'est assurée de mettre ses mains de façon à ce que les deux petites taches paraissent pas, là. Mais effectivement, il faut faire attention parce que c'est un produit un peu. Je ne sais même pas c'est quoi exactement qu'il y a dans ce produit-là, mais c'est vraiment un espèce de truc pour faire reluire. Là, Un enduit Ouais. illustré, là. Puis ça, si ça tombe par terre, c'est vraiment très glissant et dangereux. Fait que quand on l'applique, il faut avoir une serviette autour parce que si ça tombe, là, faut laver le plancher bien. Ah ouais, Oh, hein? oui, en s'appliquant parce que sinon tu peux glisser. Mais Moi, bref, c'est ça, j'avais bien aimé ça, faire ces séries-là. Puis là, ben, j'ai encore des idées pour 2 prochaines séries minimum. Je vais peut-être avoir d'autres idées entre-temps. Mais c'est ça, je suis en train de monter un petit corpus intéressant de photos, là. J'avais déjà une base pour faire une exposition. Mais là, je suis en train de bonifier tout ça, puis d'élargir un peu là, le choix va être de plus en plus difficile à faire quand va venir le temps de faire une expo. Est-ce que tu avais choisi, là, je sais pas si c'est un scoop, là, mais tu avais choisi des photos en plus petit format puis avoir pardon, plusieurs photos différentes dans ton exposition ou Oui, ben au départ, on- oui. J'avais déjà fait un choix de 8 ou 9 photos. C'était pas parce que c'était pas juste moi qui allais exposer, donc je pouvais pas OK. en exposer 25 non plus, mais c'était pas le but d'en avoir trop. Mais j'avais déjà choisi 8 ou 9 photos. Puis c'était évidemment toutes des photos assez différentes. Puis j'ai 3 ou 4 modèles là-dedans. Fait que tu sais, c'était pas toujours la même personne. Là, évidemment, les séries que je fais en ce moment, c'est avec ma copine. Donc c'est toujours la même modèle. Mais là, en fait, c'est pas vrai. La semaine dernière, tu n'étais pas là. J'ai parlé aussi d'un petit photoshoot de boudoir que j'ai fait avec une autre modèle. Donc, tu iras voir dans les notes d'épisode et sur le serveur Discord, j'ai mis des 2 ou 3 photos. Puis, Parfait. mais c'est ça, j'ajoute petit à petit. Puis, c'est ça, le but, c'est que ça soit pas nécessairement toujours avec la même modèle, la même personne, même si elle aime beaucoup, beaucoup se prêter au jeu. C'est super le fun, là. C'est intéressant à faire comme exercice parce qu'elle Ouais. est toujours prête à se prêter au jeu. Mais Là, évidemment, vous avez commencé quelque chose aussi, là. ben oui, T'sais, on est passé, bon, on a fait les disques, là, vous avez fait les livres, puis t'sais, vous aviez fait les contrôleurs de jeu. Mm. Donc, là, c'est comme un suspense pour savoir c'est quoi ouais. le prochain. Ben, il y avait déjà eu un photoshoot avec elle et une autre modèle où il était en train comme de jouer aux échecs, en train de simuler une partie d'échecs et tout ça. OK. Puis, bon, j'ai pas beaucoup de photos qui étaient à mon goût à ce moment-là, mais il y en a peut-être 2 ou 3 là, que je pourrais te montrer à un moment donné si t'es curieux. Mais c'est ça. Mais quand même, je suis en train de. Tu sais, y avoir pensé à ce moment-là, j'aurais pu faire justement une série avec soit des jeux d'échecs, j'en ai 3 différents quand même ici. J'aurais peut-être pu faire quelque chose comme ça avec l'autre modèle pour varier, ou en tout cas, on verra. Peut-être que j'aurai une autre occasion d'en faire d'autres. Mais bon, je m'étire. Je vais faire un 24 minutes comme Christian et Maxime s'amusent à me remettre sous le nez de temps en temps. C'est pas le but. J'ai pas fait tant de photos que ça depuis le dernier épisode, mais bon, c'était quand même agréable de pouvoir sortir l'appareil photo puis s'amuser comme ça. Ça, en fait, c'est toujours agréable, même si il n'en ressort pas là, la photo de l'année. Je pense que juste de se dégourdir un peu les méninges, là, puis Ouais. d'utiliser notre appareil, en fait, ça nous rappelle à quel point on aime ça, Ben dans mon cas. Là. oui, puis il faut aussi que j'investisse un peu plus de temps et d'efforts et que je m'amuse à travailler la lumière aussi parce que je le fais beaucoup en lumière naturelle, un peu par paresse, honnêtement, là. Je suis équipé, j'ai 3 flashs, j'ai des softbox, j'ai un backdrop, là, un rouleau de Ouais, fond papier de scène, noir, là, c'est ça, pour faire des fonds noirs et tout ça. Faut que je sorte mon équipement puis que je m'installe et Oh. tout ça, mais des fois ça prend du temps, donc Mais le fond de scène, puis là, ça, c'est, je vais dire par déformation professionnelle, là, si tu trouves pas un endroit où tu peux garder
les deux trépieds avec la barre puis le fond de scène déjà toujours installé. Oublie ça, ça reste dans le garde-robe, ce truc-là. C'est ça. Ben, Et, pendant ouais, 2 ans, il est resté monté juste ici, pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube, parce qu'on va l'avoir en vidéo. Mais il était dans mon bureau, devant les fenêtres en fait, mais le papier était toujours déroulé pour laisser la lumière rentrer. Puis je l'ai, au début de la pandémie, justement, du confinement, j'ai dit, ah ben là, je vais passer beaucoup de temps dans le bureau, je vais le voir à tous les jours, puis ça m'empêchait de... C'est con, là, mais ça m'empêchait d'ouvrir un tiroir de mon bureau. Je me sers pas de grand-chose dans le tiroir, mais à chaque fois que je voulais mettre ou prendre un truc, ben là, il fallait que je fasse attention, puis j'ai tout démonté ça. Et là, ben, j'ai pas d'endroit où il est mis en permanence. Et là, ça me tente pas Ouais. toujours de sortir, ranger, etc. Fait Je que comprends. c'est pour ça. Mais un jour, je vais le réinstaller. Dans un avenir rapproché, là, je vais réinstaller tout ça. Puis je vais, je vais m'amuser. Parlant de s'amuser, on a un défi photo qui va bon train. Hein. On a plein de nouveaux membres. Juste en fin de semaine, il y a une journée, je pense qu'il y a eu comme 11 membres, 11 nouveaux abonnés sur le serveur Discord parce que les photos du défi sont toutes affichées sur le serveur Discord et vous pouvez aller voter. C'est jusqu'au 22 juin, 19h, donc avant le prochain épisode. Et il y a une photo qui mène pour le moment, qui mène la course, mais il y en a 3 autres qui la talonnent et qui sont ex aequo en deuxième position. Donc, si vous n'avez pas déjà voté pour votre ou vos photos préférées, je vous invite à aller vous créer un petit compte sur le serveur Discord. Vous n'avez pas besoin d'être membre Patreon pour ça. Et voilà. Attendez un peu. Oui, c'est ça. Le lien va être évidemment dans les notes d'épisode. Puis vous cliquez tout simplement, vous faites un like, vous cliquez sur le pouce sous la ou les photos que vous aimez. Puis on va déterminer une photo gagnante le 22 juin au moment d'enregistrer le prochain épisode. Et on va passer au bloc nouvelles. Pierre-Luc, tu nous parles d'une nouvelle carte Compact Flash. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? En fait, c'est pas tout à fait une Compact Flash, c'est CF Express. Ah oui, CF Express. Qui est le nouveau format après XQD qui, selon moi, annonce l'avenir. Là. J'ai dit Compact Flash parce que CF, techniquement, je pense que ça veut dire Compact Flash, là, mais c'est CF Express, ouais, mais effectivement. Non, c'est ça. Donc, CF Express, physiquement, elle est identique à la carte XQD. OK. Donc, les boîtiers qui prennent les cartes XQD en ce moment sur le marché, il y en a plusieurs qui, via une mise à jour du micro-logiciel, pourra être compatible avec la CF Express. Dont les Nikon Z, je pense, sont déjà... Nikon Z6, Z7. Ensuite de ça, Canon 1DX Mark III. Le prochain Nikon D6. Puis ça ressemble à ça, je crois, pour le moment. Il y a d'autres appareils là, qui utilisent la XQD, mais à date, là, les manufacturiers n'ont pas annoncé qu'il y aurait une rétrocompatibilité. Donc, ça va rester à suivre. Mais là, dans le cas qui nous concerne, Delkin, ils annoncent la sortie d'une carte 2 TB qui est quand même là, assez rapide, merci, en termes de vitesse de lecture et d'écriture. Là. Je vais vous donner des stats, puis on comparera avec des cartes SD normales, puis vous allez faire le saut, je pense. Okay. Donc là, les 2 Tera, on parle de 1730 mégabits seconde en lecture, puis 1430 mégabits seconde en écriture. OK, oui. Mais, oui. Disons, on compare avec une SanDisk 32 GB ou 64 GB assez standard, merci, là. On va avoir peut-être un 95 mégabits en lecture, puis un 90 ou un 70 mégabits en écriture. Ouais. Vous voyez là, que la marche est très haute. Un facteur là, de 20 à peu près, là, 20 fois plus vite. Exact. Entre ce que... il existe là, de la SD plus rapide, on a de la SD 300 mégabits. Mais le prix aussi est en conséquence. Donc là, les manufacturiers ils cherchaient une autre façon de pouvoir augmenter la capacité puis augmenter la vitesse d'écriture. Là. Lecture, c'est moins important parce que la plupart des gens ils
transfèrent le contenu de la carte dans l'ordinateur, là, donc c'est moins un gros facteur. Mais le facteur d'écriture est déterminant pour les gens qui vont faire de la photo sportive ou la photo animalière. Puis ensuite de ça, les gens qui vont vouloir filmer en 4K ou en 6K selon le boîtier, ben là, ça vous prend une rapidité d'enregistrement là, qui est vraiment importante. Donc, voilà. Ah, puis je viens de voir là, que Panasonic S1 et S1R aussi vont être compatibles là, pour la CF Express. Merveilleux. Donc, ça ressemble à ça. Vous verrez, là, ça tourne autour là, de 1000$ américains à peu près. La 2 Tera. Là. Puis 800$ pardon, américains pour la 1 Tera qui, elle, est déjà disponible. OK. Et parlant de carte mémoire, il y a une petite nouvelle qui est sortie ce week-end de Sony qui fait un rappel, qui a émis une notice de rappel pour des cartes TOF. Il y aurait des problèmes avec une certaine batch, disons, de fabrication, mais c'est un blogueur Shutter Muse qui s'appelle Dan Carr qui a écrit un texte là-dessus là, en disant que lui-même possède 8 cartes Sony TOF, puis il y en a 7 des siennes qui seraient affectées par ce rappel-là et qui demandent un remplacement. Donc, il y aurait des erreurs au moment d'enregistrer, là, je pense, de la vidéo. Là. Donc, peut-être à vérifier. Si vous avez des cartes Sony du modèle TOF, c'est possible qu'il y ait un rappel sur vos cartes. Du côté, on passe côté Canon. Il y a le site Canon Watch qui a sorti des modèles d'objectifs qui vont sortir en 2020. Donc, il y en a pas mal apparemment. Canon n'a pas chômé, même en ce début d'année un peu étrange. Il y a pour la monture RF, donc pour le Canon EOS R, il y a le 50 mm 1.8 STM, le 85 f2 macro IS STM, 70-200 f4 L IS USM, le 100 à 500 f4 7.1. Ça, c'est quand même non seulement une focale un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, mais une ouverture aussi différente. Là. 4.5 à 7.1, c'est quand même un peu... pas étrange, mais on est moins habitué. Et puis, il y a 2 objectifs à focale fixe, 600 mm f11 et 800 mm f11, en plus de 2 multiplicateurs de focale, 1.4x et 2x, là, les ratios habituels de multiplication de la focale. Ouais. Mais là, 600 mm f11, puis 800 f11... C'est pour des besoins assez précis et particuliers, on va se le dire. Là. C'est de l'ornithologie par une belle journée ensoleillée, des trucs comme ça, parce que... c'est ça. Oui. Mais probablement que la qualité optique est fantastique. Là. Généralement, là, une 600 mm, en plus une 600 mm fixe, là, ça doit être de une superbe qualité de verre, puis ça doit être très impressionnant pour les photos qui sont réussies. Je suis convaincu de ça. Oui, mais ça prend un bon trépied. Évidemment, ils sont stabilisés, là, mais même à ça, même si tu as la stabilisation à 800 mm, c'est ça. Quand tu es à F11, il faut quand même qu'il te reste de la bonne vitesse si tu veux faire ça à main levée. Sinon, il faut que tu sois sur un trépied. Là. Ou un monopied à tout le moins, là, définitivement. Là, puis en espérant que le sujet bouge pas trop vite. C'est ça. un bel oiseau dans son nid. Oui, c'est ça. Non, mais les gens qui font, en ce moment, là, je pense à Jean-Sébastien Bégin, si je me souviens bien son nom. Okay. C'est un photographe animalier là, qui présentement est en train de essayer de faire des photographies d'orignaux. Ah, ouais. Puis j'ai vu des photos au petit matin avec la brume orangée, jaune-orangée. Un orignal dans l'eau, ça bouge pas si vite que ça. Là, donc, probablement que cet objectif-là, 600 mm, serait tout indiqué. Ça doit être très, 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 très beau. En effet.
plus que d'essayer de prendre je sais pas là, une rapace en vol. Oui, ben je pensais justement, il y a des gens d'habitude qui vont faire des croisières en Alaska pour photographier des aigles, des trucs comme ça, là, Ouais, avec un 800 mm F11, bonne chance. oui, c'est ça. Surtout si tu es en mouvement, là, moi je rencontre régulièrement des clients qui font toutes sortes d'expéditions, là, puis ben là, à partir du bateau, ouais, à partir d'un bateau en mouvement, là, Ben, souvent, c'est des là, gros bateaux quand même, c'est pas une petite embarcation, une petite chaloupe, là, mais quand même, tu sais, le ouais. bateau a un petit effet de mouvement, puis là, en tout cas, je sais pas. C'est un défi. Oui, c'est un défi. Voilà. Puis là, ben, il y a eu une fuite du côté de Sigma sur des objectifs à être bientôt annoncés. Puis je vais les nommer rapidement, mais je sais que tu es allé fouiller pour avoir un peu plus d'informations, là. Il y a, euh, il y a un 16, un 30 et un 56 mm. Ils sont tous F4 DCDN pour monture L qui devrait sortir incessamment, donc cette semaine selon la fuite. Puis, il y a un 100-400 mm f5 à 6.3. Donc, Ouais. c'est ça. Il y a vraiment, ça dit Sigma Stage 18 juin, 15 heures Central Eastern Time, puis 9 heures. Donc, c'est ça, le 18 juin. Donc, si jamais vous écoutez le podcast le 18 ou après, ben, vous pourrez avoir plus d'informations à ce niveau-là. Mais toi, Ouais. tu es allé chercher de l'info, je pense, sur la 400, la 100-400, hein, c'est ça? Ouais, ben c'est parce qu'en fait, c'est une série d'objectifs qui sont déjà hyper populaires dans le cas pour les DSLR, Mhm. en monture Canon, en monture Nikon. Puis, souvent, là, c'est des montures plein cadre, là, mais j'ai envie de dire que souvent, les gens qui utilisent ces objectifs-là, en plein cadre, ils vont essayer d'utiliser un multiplicateur. Mhm. Puis sinon, ils vont être sur du APS-C. Tu sais, je pense à tu es en Nikon avec un D500 où là, on se retrouve avec une 150-600. F5 à 6.3, donc c'est quand même hyper intéressant. Mhm. Puis Mais là, je me bon, chez demandais, Canon, excuse-moi, oui, je me demandais justement, quand tu mets un objectif pour plein capteur, là, pour capteur plein cadre, sur un ouais, APS-C, tu perdrais pas un stop de lumière? Parce que le non. capteur est plus petit, comme, non? Ça Non, revient au c'est même? juste la multiplication de la focale qui va être Ouais. différente. OK. Bon, je pensais que ça aurait Selon le facteur de multiplication, là, Canon, Nikon, il est un peu différent, là. Ouais, ouais. Là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça élargit quand même vraiment le choix. Là, il y avait déjà il y avait des 100-400. Mhm. Il y avait des 150, on a encore des 150-600 que Sigma offre en deux versions, là, la version contemporaine puis la version sport. OK. Donc là, on a une offre qui est quand même assez variée, là, les gens ont le choix. Puis là, ils vont vers le 100 miroir ou la 100-400 pour Sony monture E. Mhm. Donc là, c'est tous les pleins cadres Sony A7 ou A9. Puis la monture L Panasonic où là, ça va être S1, S1R. OK. Donc voilà, là mais ça fait quand même ça fait longtemps là, que Sigma, on va dire, ils sèment des indices ici et là que ils veulent vraiment développer le marché du sans miroir. Là, puis bon, en même temps, il serait fou de ne pas le faire évidemment. Là. Ouais. Mais ils ont une recette qui est déjà éprouvée, qui est fantastique là, parce que ils sont hyper populaires, ces objectifs-là, en format DSLR. Mhm. Donc là, au niveau de l'ingénierie, ils ont peut-être un peu d'adaptation à faire au niveau du mécanisme à l'intérieur, là, mais sinon, c'est presque le même moule, c'est le même verre. Vas-y, on met ça dans un tube, on sort ça, puis ce que ça fait, c'est que les gens disons, qui sont chez Sony, il y en a beaucoup qui avaient un Metabone ou un Speed Booster avec des objectifs Canon. Mhm. Mais là, au lieu d'être obligés de faire ça, peuvent se débarrasser de ça, parce que bon, c'est jamais l'idéal. Là, puis juste il n'y a pas vraiment de terme en français de ça, là, mais la bague d'adaptation Speed Booster donne un stop de plus Oui. en même temps que te donne la possibilité d'avoir le focus automatique. Ben là,
vends ton matériel Canon, là, si tu es en Sony, puis tu peux aller te chercher un objectif Sony qui, c'est sûr qu'au niveau de la mise au point, ça va être plus rapide, là, Oui. parce que ça a été conçu pour le système sans miroir. Ben, Sigma avait sorti un adaptateur, justement, un peu pour faire comme Metabones, mais qui donnait Ouais. le focus automatique, etc. Mais c'était pas super rapide, je l'avais testé. Là. C'était bien. MC11, là. Hmm? Ouais, MC11, Oui. c'est le modèle de Sigma. C'est pas l'idéal non plus. Non, là, c'est ça. Fait que ça dépanne si justement tu aimes vraiment ton objectif Sigma qui était pour monture Canon ou que tu viens de changer à Sony puis tu veux garder cet objectif-là en attendant d'en trouver un Ouais. équivalent. Mais éventuellement, il va falloir penser à. C'est toujours mieux d'avoir l'objectif qui fait sur ta monture. Évidemment, si tu fais Ouais. de la mise au point automatique et que tu veux pas que ça cherche, etc., c'est sûr qu'en mise au point manuelle, bon, tu peux fonctionner, là. Mais si tu restes en mise au point automatique pour une raison X, là, c'est toujours préférable, évidemment, d'avoir Ouais. la même marque, en fait, la même monture que ton boîtier. Il y a aussi une question de coût, là, le Metabone Speed Booster, ça vaut quand même 900 quelques dollars, là. Oui. Donc, à un moment donné, tu te retrouves à faire le choix, OK, mais est-ce que j'ai beaucoup de très bons objectifs Canon que je vais encore utiliser et qui valent la peine d'être gardés? Donc, l'achat du Metabone devient une bonne idée Oui. versus, OK, j'en ai moins, je vends ça, puis je vais me chercher un objectif natif pour le sans miroir. Ben, c'est ça. Parce que là, en plus, c'est ça, tu me fais penser, le 100-400 de Sigma va être 950 américains, donc peut-être 1200 canadiens. C'est pas Ouais, si ouais. mal là, si t'as pas trop d'objectifs qui nécessitent l'achat d'une bague là, pour un adaptateur, ben tu y vas directement dans le Sigma, puis c'est très abordable comme prix. Là, pour un 100-400, Oui. c'est pas cher. Là. Mais non, c'est ça. Là, j'ai aussi hâte de voir quels vont être les résultats au niveau du piqué, puis la qualité de verre, le contraste que ça va pouvoir donner, tout ça. Parce que si on fait un petit parallèle, chez Fuji, le 100-400, ça vaut autour de 2000$ environ. Puis chez Sony, le 100-400 G-Master, il est un petit peu plus lumineux. Là. Il y a un tiers de stop plus lumineux. Il commence à f4.5 versus f5 pour le Sigma. OK. Mais c'est quand même 3400$. Ouais. Hein? Donc, voilà. C'est pas à la portée de tous, là. Faut le reconnaître, là. Exact. Bon, mais parfait. Ça fait le tour de ces rumeurs et ces futures annonces. C'est vrai, là, j'ai les gagnants de 2 compétitions. Il y a ceux du Sony World Photography Awards qui ont été dévoilés il y a quelques jours, une semaine environ. Et puis, vous irez voir les photos. Je vais mettre 2 liens, en fait, dans les notes d'épisode parce qu'il y a des gagnants, disons, de... pas toutes catégories confondues, mais tout niveau confondu. Puis il y a des gagnants de catégories professionnelles aussi qui ont été annoncés. Donc, côté architecture, on a une Canadienne. Après ça, on a du côté créatif, on a Discovery. Je ne sais pas si c'est une découverte en ce qui les concerne. Sinon, on a de la photo documentaire, il y a de la photo environnementale, de paysage. Tu iras voir la photo de paysage qui est faite par Ronnie Benhert. C'est un Benher, pardon. C'est un Allemand. C'est assez minimaliste, mais vraiment intéressant. Puis, il y en a Moi, celle qui a accroché mon œil, là, c'est celle qui a gagné la photo de l'année pour l'Amérique latine. C'est quelqu'un qui vient de l'Uruguay. Oui, Puis c'est une photo qui est fantastique. oui. Qui est comme quelqu'un couché trouve. sur des grandes feuilles de palmier. Là, Exact. C'est ça. Avec des vêtements qui ressemblent un peu plus traditionnels. Puis à sa gauche, là, à notre droite sur la photo, Mhm. on dirait que c'est une vue de haut de la forêt. Oui. Puis là, il y a je sais pas, c'est très très texturé. Il y a quelque chose c'est hyper organique comme image. C'est vraiment, en tout cas, ça c'est mon genre de photo. Puis là, c'est la première
quand on ouvre le lien, Oui, ben qu'on c'est ça. pourra C'est montrer qu'il aux il fait auditeurs. beaucoup de photos de paysages et de territoires menacés, si on veut, là, par les minières et les entreprises qui vont faire de la déforestation. Puis dans Mhm. l'autre lien que je donne, le deuxième lien, il est gagnant de la catégorie créative. Puis tu vas voir, c'est OK. un peu le même genre. C'est une femme qui est couchée sur de l'herbe sur la droite de la photo. Puis à gauche, tu vois une mine, là, puis c'est vraiment rouge la couleur, puis mais une mine vue de très haut, là, donc c'est minuscule ce que tu vois. Donc ça devient semi-abstrait si tu ne portes pas attention vraiment aux détails. Et ça fait un contraste, toute une dichotomie, si tu veux, entre les deux côtés de la photo. Là. C'est vraiment intéressant à voir. Donc, évidemment, ben, pour les auditeurs, vous irez voir dans les notes d'épisode. Puis peut-être que je vais insérer dans l'émission, dans la version vidéo de l'émission, quelques extraits, là, quelques images de ces gagnants. En tout cas, vous perdez pas votre temps à aller voir ça parce que Non. c'est de la photo de très haut niveau. Puis vraiment, c'est toujours aussi impressionnant, là, ce genre de concours-là. Oui, oui. Puis un autre concours, mais que je ne connaissais pas, qui était le IPA One Shot Movement Competition. Donc, c'est c'est une compétition qui regarde à travers le mouvement d'objectif d'un photographe dans tous les aspects de la vie, qui montre le changement, le développement, le mouvement, la croissance, si on veut, autant en termes physiques, politiques, social ou artistiques. Donc, c'est vraiment spécial, c'est vraiment cool comme photo. Il y en a de tous les styles. Il y a des trucs, ça a l'air vraiment abstrait. Il y a du light painting un peu. Tout ce qui peut décrire un mouvement, qui peut décrire soit la vie, etc. Et d'ailleurs, on a la fameuse photo du chien qui saute pour attraper un frisbee là, avec la, Ouais. l'entraîneur, ou en tout cas la maîtresse du chien, si on veut, est penchée avec ses disques, là, ses frisbees. Puis ça, c'est une des photos qui a gagné justement elle était en deuxième place au niveau de la photo de nature, ben, de mouvement en nature. Et la photo s'intitule Flying Over the Sea. Puis, ben, c'est un type, en fait, qui a pris cette photo-là, Claudio Piccoli, en Italie. Donc, les gens l'avaient vu, évidemment, parce que cette photo-là est devenue populaire à l'automne dernier, là, septembre-octobre, que ça a été pris. Et elle avait déjà fait le tour des internets, mais elle s'est méritée une deuxième place dans cette compétition-là. Mais il y en a évidemment plusieurs autres, là, donc vous irez voir le lien dans les notes d'épisode. Et si vous appréciez le contenu que l'on vous offre, que l'on produit pour vous, ben on a besoin d'un petit coup de main. Si vous voulez bien soutenir Objectif Numérique grâce à une petite contribution sur notre Patreon, vous pouvez choisir le niveau de soutien selon ce que vous voulez recevoir en retour. Ça peut être l'écoute en direct de nos enregistrements, des épisodes exclusifs, une critique photo que moi ou qu'un membre de l'équipe va faire, un cours photo privé avec nul autre que moi-même, et beaucoup plus. Vous pouvez changer le montant d'un mois à l'autre, vous pouvez arrêter, reprendre, etc. C'est vraiment libre à vous. Pour nous soutenir, vous cliquez sur l'image en haut du site Objectif Numérique, l'image qui s'intitule « Faire un don ». Et puis, vous allez pouvoir nous permettre de continuer à exister encore longtemps. Et d'ailleurs, ben, on a encore des nouveaux Patreon cette semaine. La semaine dernière, tu n'étais pas là, mais on avait 6 nouveaux patrons. Et cette semaine, on en a 4 et je vais les nommer comme je fais depuis le début, peu importe leur niveau d'appui, pour les remercier d'avoir commencé à contribuer. Et cette semaine, ben, je remercie Francis, Sébastien, Steve, ainsi que El Coyote en Fuego. Je ne sais pas c'est qui. Il y a quelqu'un qui s'est choisi un nom humoristique. J'adore ça. Ouais, ouais. Donc, le Coyote en feu comme nouveau patron, ainsi que les 3 autres qui nous ont permis d'atteindre notre premier objectif. Donc, pour payer les frais d'hébergement et les frais pour booster le serveur Discord pour avoir une meilleure qualité audio. Donc, merci à tous et à toutes de votre soutien. On est rendu à 22 patrons, je crois, en ce moment. Donc, ça monte tranquillement. Ça grandit. Hein? Ça grandit. Oui, ça grandit. On aime ça. C'est super cool. Je suis vraiment...
écoutez, je vous remercie. Et on lâche pas parce que on a d'autres objectifs aussi. On a évidemment l'objectif de... moi, ça va, je suis équipé en casque et en micro, mais Christian aurait peut-être besoin d'un nouveau casque pour faire ça de chez lui, etc. La console, ça fait 8 ans et demi presque qu'on l'a. Elle commence à prendre de l'âge. Il n'y a pas de port USB dessus. C'est vraiment tout analogique, etc. Donc, si jamais on veut rehausser un peu même la qualité de l'équipement et tout ça. Puis, on a d'autres petits projets aussi que je dévoilerai au fil du temps, mais il y a des trucs assez cool qui s'en viennent. Et d'ailleurs, je l'annonce maintenant, mais la semaine prochaine, le prochain épisode, ça va être le dernier de la saison régulière, parce que comme à chaque année, normalement, on prend une pause d'épisode de fin juin à fin août à peu près. Mais cette année, exceptionnellement, je vais continuer à produire des émissions, des épisodes pour les membres Patreon. Donc voilà, il y a déjà au moins 22 personnes qui vont en profiter. Et plus, si jamais vous voulez bien contribuer. Et j'avais parlé la semaine dernière, le premier épisode, ça va être sur les modes d'évaluation de l'exposition. Donc, les fameux modes de metering, le spot, matriciel, etc. Je vais faire le tour de tout ça, expliquer à quoi ça sert, pourquoi on utiliserait un mode plus que l'autre, est-ce qu'on devrait changer à l'occasion de mode. Donc, voilà, toutes les implications, les utilités de ces modes d'évaluation. C'est une très bonne idée parce que je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui sont un peu confus par rapport à ça, puis ils hésitent à savoir, OK, j'ai choisi un des deux modes, lequel est le meilleur, est-ce que je risque de passer à côté de ma photo, etc. Donc, ça va être intéressant à suivre. Et moi, je ne sais pas si tu l'as connu, mais moi, j'ai eu une excellente enseignante pour m'apprendre les modes d'évaluation. C'était Lucie Gagnon, chez Lozo. Non. Tu l'as pas connu? Je sais même pas. Non. Ah, je connais quelqu'un aussi qui a fait je ne sais pas combien de cours et d'ateliers. Et il s'arrangeait toujours pour que ce soit elle qui enseigne parce que c'était vraiment la meilleure formatrice. La meilleure formatrice. Comment... En tout cas, j'oublie, j'ai pas le terme qui me vient en tête, là, mais c'était la meilleure. Donc, je suis bien content d'être tombé dessus et j'avais même fait un atelier par après sur la composition et tout ça. Puis, mais je pense que c'est ça fait quelques années qu'elle n'enseigne plus. Là. Donc, mais bon, je vais essayer de retransmettre du mieux que je peux son enseignement. Mais ça risque d'être fort intéressant. Là. Oui. Et puis, là, le prochain segment, il n'y aura pas tant de nos visages pour ceux qui sont en vidéo, mais vous aurez au moins la portion audio. On a Julien Thomas de Lozo, justement, qui va venir nous parler du service d'impression, que ce soit des livres photos pour répondre à la question de l'auditeur de la semaine dernière, et aussi d'impression tout court. Donc, si jamais vous voulez imprimer des photos en plus grand format, comment ça se passe chez Lozo Henrys. Donc, on va avoir Julien dans quelques instants. Alors, on s'entretient avec Julien Thomas, gérant des services chez Lozo, qui va venir nous parler un peu de comment ça se passe le processus d'impression, parce que la semaine dernière, on avait parlé d'impression de livres, photos et tout ça. On a présenté quelques services. Mais là, on a un endroit local à Montréal qui offre aussi le service d'impression et pas seulement de livres photos, mais sur d'autres types de produits. Alors, bonjour Julien et bienvenue sur Objectif Numérique. Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation. Et donc, tu travailles chez Lozo, qui est maintenant fusionné avec Henrys, on en avait déjà discuté, et vous offrez des services d'impression. En quoi ça consiste exactement? En fait, on a le laboratoire Lozo qui est toujours au 2e étage, qui maintenant est devenu un laboratoire national qui produit les photos pour la chaîne Henrys au complet à travers tout le Canada. OK. Donc, c'est vrai que maintenant, on navigue avec 2 sites. Le site labolozo.com que nos clients sont habitués, puis le nouveau site de Henrys qui est Henrys Photo Center, qui est pour l'instant la seule partie du site qui a été traduit en français, par lequel vous pouvez aussi commander via le site d'Henrys au laboratoire photo de Lozo. Et puis, comment ça se passe? Admettons que moi, j'ai 20, 30, 40 photos que je voudrais convertir en livres photos. Est-ce que
j'ai des choix de justement de type de couverture, de type de papier. Et puis, c'est quoi le processus pour imprimer mon livre ou pour imprimer sur d'autres produits, là, mais principalement les livres, disons. Alors c'est sûr qu'il y a toujours une gamme de livres qui est proposée, que ce soit en termes de différence de format, de type de couverture, de mise en page. Autant sur le site Labolozo que le site d'Annuise, les deux étant des fournisseurs externes différents, les qualités ne sont pas les mêmes. C'est sûr que nos professionnels, nos clients commerciaux sont habitués à la qualité du site Labolozo, tout simplement parce que par rapport à la qualité que le site Henry's Photo Center propose, elle est plus haut de gamme. Et pour les couvertures rigides, j'ai pu voir à l'usine que chaque couverture est reliée par une machine à coudre directement à la main pour chaque livre. Donc, non seulement les reliures sont plus haut de gamme, mais elles sont aussi beaucoup plus résistantes dans le temps, ce qui sont des produits de qualité pour les clients. Je suis curieux, moi. Est-ce que, Julien, tu as une petite idée, c'est qui nos clients habituels, là, qui fait des demandes d'impression de ces livres photos? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est des photographes qui décident de choisir les plus belles photos de l'année puis d'en faire un recueil? Ou c'est pour faire je sais pas moi, une compilation des photos des petits-enfants puis des souvenirs ou quelque chose comme ça? C'est sûr qu'on a toujours les gens du quotidien qui vont faire des photos et des livres de famille pour les offrir, souvent pour des occasions spéciales, des anniversaires ou des fêtes de Noël. Mais majoritairement, ça va être des photographes de mariage. La qualité du livre étant tellement belle qu'en fait, ils proposent ce livre photo dans leur forfait et l'offrent aussi également aux invités. Donc, ils font leur projet photo, ils l'éditent, puis ils commandent plusieurs exemplaires de ce même livre. Parfait. Ouais, c'est cool, là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un produit qui marche très fort. OK. Mais donc, on peut partir, admettons, moi, je veux me faire un livre photo pour le plaisir, ou alors je suis un photographe puis je veux sortir un livre photo quand même de qualité. Et là, on a aussi jusqu'aux albums de mariage de très haute qualité et compagnie. Là, on a vraiment toute la gamme, finalement. Exactement, on a même quelques jeunes photographes qui, après leur exposition, ont fait un livre photo des photos qu'ils ont publiées lors d'une exposition pour en faire le souvenir de l'exposition, puis pouvoir acheter le livre à la fin de celui-ci. Parfait. Donc, toutes les possibilités sont bonnes. Et puis, j'imagine qu'il y a plusieurs formats aussi. Ça commence à quel format, un livre photo, puis on peut aller jusqu'où? Ça peut partir du livre qui tient dans la main, qui se transporte dans la poche pour montrer à ses amis, ses voisins, sa famille, jusqu'au livre grand format pour justement garder dans la bibliothèque puis prendre plaisir à le partager avec tout le monde. Et disons, quelqu'un veut imprimer un livre, ça commence à partir de combien pour le plus petit format? Donc ce serait à partir de $15. OK, oui, on voit, c'est ça, il y a du 4 par 4. C'est en pouces, là, évidemment, mais 4 par 6 pouces. Donc, c'est environ 10 par 15 cm. Puis, ça va jusqu'à du 9 par 12 pouces. Donc, 9 pouces, c'est quoi? 22 cm par 30, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, oui, c'est du 20-30, oui. Donc, 20-30, on parle de 21$ pour une vingtaine de pages. Puis, après ça, c'est un prix par page. Donc, c'est quand même vraiment très abordable. 75 sous la page. Puis là, en couverture rigide, c'est ça, on le voit sur le site de Henry's. Il y a quand même une très grande variété. Là. OK, intéressant. Je prends des notes. Et disons que moi, en tant que photographe, là, je prépare une exposition. Puis je veux m'imprimer du 8 par 10 ou du, je sais pas moi, quelque chose d'un peu plus gros, là. Il y a des types de papier différents sur lesquels on peut imprimer, puis il y a évidemment des qualités de papier et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les possibilités, disons, là, si moi je veux faire une exposition photo puis je veux imprimer mes photos sur du plus grand format un peu? Alors en fait, il y a deux possibilités, donc ça dépend de la grandeur des photos, mais mettons, si c'est du 4-6 au 12-18, ça va être sur la Noritsu en chimique. Qui va proposer du papier Fujifilm Premium mat ou brillant. Okay. Après cela, au-dessus du 12-18, on propose les impressions jet d'encre parce que nous avons deux machines jet d'encre qui sont des Canon Pro 2000 et Pro 4000. Donc là, on est vraiment sur des machines vraiment professionnelles sur lesquelles on peut proposer trois types de papier. Donc on a un luster.
chez Fujifilm, qui est à la fois un semi-brillant, semi-mat, mais qui est un papier très intéressant, qui a un très bon rapport qualité-prix. Mhm. On a du papier d'aluminium, qui est très utile pour les gens qui font beaucoup de photos de structures, de montagnes ou de lacs en noir et blanc, parce que c'est quelque chose qui ressort très bien. OK. Puis pour finir, on a le papier Hahnemühle, le Museum Etching, qui est le plus beau papier au monde. Dans le fond, c'est vraiment le plus haut de gamme du papier qu'on peut faire. Et actuellement, on essaie d'obtenir la certification Hahnemühle au laboratoire. Donc avec la pandémie, ça s'est mis un peu sur pause. Ouais. Mais justement, on était sur le point de développer cette gamme. Pour cela, il faut tenir 3 papiers minimum. Puis les 2 autres choix sur lesquels on s'est porté, c'est le William Turner et le German Etching. OK. Bon, je m'y connais un peu moins, mais quand même, j'étais allé justement, juste avant la pandémie, j'en avais parlé sur l'émission, que j'étais allé voir et toucher les sortes de papier et tout ça, et je trouvais ça vraiment intéressant justement d'être sur place et de pouvoir regarder et toucher et dire, OK, je veux que ma photo donne cette impression-là, non seulement au visuel, mais qu'on voit et qu'on sente la texture du papier. Et je me souviens pas si c'était du Hahnemühle que j'avais touché, mais il y avait 1 ou 2 papiers qui m'avaient vraiment qui m'avaient tapé dans l'œil, disons. Ouais, bah, c'est vraiment important de toucher le papier parce qu'effectivement, il faut avoir la sensation, la texture, puis surtout un papier comme le Museum Etching, c'est un papier qui est un petit peu jaune, donc et qui est un peu canson, qui a du relief parce qu'il fait quand même 350 grammes. Mm. Donc c'est très très beau dès qu'il s'agit de faire des photos de roches, par exemple. Mettons que c'est une photo du Grand Canyon ou d'un safari en Afrique. C'est ouais. le papier à choisir. Ça va ressortir, ça va être magnifique. Même sur un mur, dans un cadre, on va pouvoir voir la texture du papier. OK. Parfait. Ben, moi, je fais pas vraiment de... Ben, je fais un peu de paysage à l'occasion, mais pas autant, disons, que Pierre-Luc, là. Je fais plus un peu de portraits ou de... Ouais, je fais plus de portraits ces temps-ci ou de l'événementiel. Donc, il y a toujours des gens dans mes photos. Puis, mais c'est pas grave. J'avais quand même une bonne idée en tête. Puis, ça va être surtout du noir et blanc, mais peut-être pas justement avec le papier d'aluminium parce que ça, c'est plus pour des textures justement de relief aussi ou dans l'eau, j'imagine, là, des trucs comme ça. Ben, le papier métallique, là, pour ce qui est des photos d'architecture, par exemple, ou des structures, comme disait Julien, là, ça ressort vraiment très, très, très bien. Bon, le papier d'art Hahnemühle, ça fonctionne bien pour le portrait, mais effectivement, c'est bon de savoir que les couleurs sont un peu plus chaudes. Mm-hmm. Donc là, on s'adapte dans notre traitement. On va peut-être jouer avec la balance des blancs différemment. Puis on peut faire des petits échantillons là, sur genre du 4/6, si je me souviens bien, là, pour avoir une idée de quel serait le rendu. Ouais. Parce qu'avant d'imprimer des grands formats, puis de réaliser, OK, ben peut-être que mon traitement aurait pu être différent ou les couleurs ne ressortent pas comme j'avais voulu, là. Mm-hmm. On suggère aux gens, Julien, je suis certain que tu es d'accord avec moi, là. C'est ça. On propose un coupon à $2 pour faire soit un test de résolution, soit un test couleur. Puis en fait, on va sélectionner une partie de la photo à 1 pour 1, puis on va l'imprimer sur une bande test. Ouais, OK. Non, c'est une bonne idée. Ouais. Puis c'est sûr que dès qu'il s'agit d'impression jet d'encre, si vous, en l'occurrence, vous voulez faire des impressions noir et blanc sur du jet d'encre, le mieux est de nous apporter les fichiers en TIFF et surtout de laisser les calques RVB sur l'image. Mm-hmm. OK. Ouais. Il faut surtout pas aplatir le calque ou le convertir, il faut juste désaturer l'image à 100%. Parfait. Ben déjà, ça donne une très bonne idée. C'est parfait. Donc, on voulait compléter avec l'impression des livres photos, mais là, on est allé un peu plus loin justement avec de l'impression photo tout court. Ça va peut-être répondre à la question de quelqu'un d'autre qui n'osait pas la poser. Mais moi, en tout cas, je me posais un peu la question, mais c'est sûr que je vais aller faire un tour justement pour faire des petits tests d'impression, puis réévaluer le papier, puis voir justement qu'est-ce qui pourrait faire ressortir le mieux mes clichés, là. Et d'ailleurs, Julien, ben, tu es photographe aussi, tu fais de la photo. Tu te spécialises en quoi exactement? Est-ce que les gens peuvent aller voir un peu ce que tu fais comme photo? Oui, bah là pour le moment, en fait, j'ai pas un feed qui est très rempli, tout simplement parce que je l'ai entièrement effacé, puis je suis en train de repartir à zéro. OK. Donc, j'ai 31 publications à date.
Mais c'est pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de me respécialiser dans mes contrats en pellicule. OK. Super. Moi, mon but est d'abandonner complètement le numérique, en fait. OK. Ah, et les publications que tu as en ce moment sur ton compte, c'est de la pellicule? Alors, en partie, oui, ça commence. Les premières publications, non, c'est du numérique, c'est de la photographie de produits que j'ai fait pour des marques ici à Montréal qui sont des marques locales. OK. Puis, depuis peu récemment, mes 6 dernières photos qu'on peut voir, en fait, les plus récentes, sont de la pellicule. OK, parfait. De toute façon, c'est précisé dans les commentaires, puisque justement, c'est ça que je veux mettre en avant. Ah oui, OK. Super. Non, c'est ça parce que j'avais jeté un petit coup d'œil. Ben, je jette un petit coup d'œil à l'instant, puis c'est ça, il y avait des photos que je trouvais le traitement était vraiment super bon, là. Vraiment génial comme photo, mais je me disais, si c'est pellicule, ça explique peut-être, mais non, finalement, si c'est du numérique, t'as vraiment. Je suis impressionné. Merci. Euh, Mais c'est ça, donc en argentique, je navigue entre un Rolleiflex, un Pentax 645, puis là, je vais pas tarder à recevoir mon Nikon F5 que j'avais laissé en France. OK. Ah ben super. Comme ça, j'ai vraiment toute la panoplie. Rolleiflex, c'est du plein cadre. Le Pentax, c'est un moyen format. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, le Pentax, c'est du 645, Ouais. le Rolleiflex, c'est du 6.6, puis bon, le F5, c'est du 35 mm, donc... Ouais. Oui, le 645, je l'avais eu, je pense, 24 heures entre les mains quand, pas longtemps après sa sortie, il y avait un représentant Pentax qui était passé me le prêter un peu. J'avais, ouais, c'est tout un appareil aussi, là. Ah ouais, c'est ça, on le sent au poids, puis à chaque fois qu'on clique dessus, c'est un coup de feu. Ouais. Ah ben super. Écoute, on va mettre le lien vers ton compte Instagram dans les notes d'épisode. Comme ça, les auditeurs pourront aussi aller voir ce que tu produis comme image. Ah, super, c'est gentil, merci. Parfait. Ben merci Julien. Au plaisir. Merci, Bonne passez soirée, une mon bonne frère. soirée. Bye. Bye. Et on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On est sur Apple Podcasts, Google Play, TuneIn Radio, Stitcher, Spotify et diffusé tous les samedis à midi sur choc.ca. Donc, c'est difficile de nous manquer. Si vous nous écoutez sur YouTube, ben c'est ça. Sachez que vous pouvez vous abonner pour ne jamais manquer un nouvel épisode à notre chaîne YouTube. Mais si vous préférez la version audio aussi, quand vous êtes dans l'auto, dans les transports en commun, des trucs comme ça, bien, il y a à peu près toutes les plateformes de balado-diffusion. Vous pouvez trouver Objectif Numérique. On passe aux suggestions de la semaine. Je vais te laisser parler un peu, Pierre-Luc. J'ai parlé Avec beaucoup. plaisir. En fait, moi, je suis tombé sur un article dans la presse qui parle de l'astrophotographie. OK. Il parle entre autres d'un photographe en particulier qui, lui, est un adepte de ce type de photos-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait plein de super bons trucs, en fait, pour les gens qui seraient peut-être intéressés à s'initier à ce type de photos-là. Évidemment, là, ça prend peut-être, je vais dire, comme première prédisposition des gens qui s'intéressent au moins un peu à l'astronomie, sans avoir des connaissances hyper poussées, là, c'est pas ça le but. Mais faut savoir là, que c'est quand même, je vais dire, relativement facile de pouvoir installer un télescope sur un appareil photo. Et puis là, il y a tout un monde qui s'offre à nous en faisant ça. Puis bon, j'ai quand même appris là, en lisant l'article, là, je vais pas vous le lire, mais au moins, il y a 2 endroits là, au Québec où on peut suivre de la formation puis parfaire nos connaissances, là. Donc, il y a la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Puis, il y a aussi la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal qui offre des cours, des ateliers. Donc là, apparemment, ils ont même une portion qui est axée sur la photo. Puis pour les gens qui, l'aspect photo aurait peut-être déjà plus une base de connaissances, mais que là, qui veulent aller chercher des connaissances au niveau de l'astronomie, ça peut bien se compléter. Puis bon, là, moi je suis photographe de paysage, là, donc l'astrophotographie, c'est, je peux pas dire que je suis un expert, mais c'est quelque chose que j'ai fait en quelques occasions déjà. Oui. Puis
c'est quelque chose de très grisant là, de réussir à capter des clichés où on se rapproche de certaines planètes ou d'étoiles avec la Voie lactée, par exemple, des choses comme ça. Donc, en tout cas, je vous invite à aller lire l'article, puis l'été s'en vient, comme on dit. Oui. Les opportunités seront certainement là. Ben oui, je vais jeter un coup d'œil, c'est sûr, parce que moi, j'ai parlé il y a quelques semaines avec mon cousin qui habite dans le bout de Montmagny et qui a acheté un terrain en fonction du fait que c'est un des endroits les plus sombres au Québec. Donc, il rivalise avec le mont Mégantic, je te dirais. Là. OK. Il n'est pas surélevé, mais il est vraiment loin de toute pollution lumineuse. Puis, il y a 2 ans, j'étais allé faire des photos d'étoiles et puis juste sans télescope, rien. On était chanceux, c'était les Perséides en plus. Il n'y avait pas de lune. Écoute, c'était incroyable. J'ai sorti des photos, là. Je t'enverrai le lien parce que je les ai déjà mis. J'en ai parlé dans un épisode, là, mais je t'enverrai le lien. Mon petit album Flickr que j'ai fait, je me suis amusé. C'était, disons, la 2e fois que je photographiais des étoiles. Tu sais, parce qu'on est quand même au Québec. Là. C'est rare qu'il n'y ait pas de nuages. Quand il y a des nuages, quand il n'y a pas de nuages, ben souvent tu as la lune, ça va pas bien. Ou en tout cas, il y a toujours quelque chose. Donc, là, ce soir-là, ben, sans vouloir faire de jeu de mots, ben, les astres étaient alignés. Et c'est le cas de le dire parce qu'on voyait Mars, on voyait Saturne, on voyait Jupiter. Et lui, il a des télescopes. Il s'est fait ce qu'il appelle un mini mont Hawaï. Là. Puis il y a 2 télescopes. Puis je ne sais pas à combien, c'est quoi le facteur de multiplication, je ne me souviens pas, là, mais j'ai vu les anneaux de Saturne dedans là, très clairement. Là, c'était incroyable. Maintenant, prendre une photo de ça, c'est une autre histoire. Peut-être que ça sera mon défi cette année. Je ne sais pas si je vais être en mesure de mettre mon appareil après le télescope ou quoi, mais ça pourrait être intéressant. Mais sinon, juste d'avoir la Voie lactée dans ta photo, c'est assez incroyable. Mais bon. C'est quand même relativement facile pour s'initier, là, quelqu'un qui aurait un objectif dont l'ouverture est assez grande, là, au moins 2.8, là, puis sinon, peut-être un peu plus grand que ça. Juste de trouver, on va dire avec une 24 mm ou une 35 mm, là, de s'installer avec un élément qui serait peut-être au premier plan, là, je pense à, je sais pas moi, une vieille grange ou un gros arbre, puis de mettre le focus à l'infini, de se mettre à ISO 3200 ou ISO 6400 sur trépied, puis faire une pause de 30 secondes avec un appareil, là, sans que ça soit un appareil comme super méga performant. La plage dynamique là, devrait vous permettre là, dans Lightroom, dans Photoshop, il y a plein de tutoriels facilement réalisables pour aller faire ressortir les étoiles. Puis là, c'est tout en beau ce contraste-là, là, d'avoir un élément au premier plan qui est comme en clair-obscur, donc on voit juste les formes noires et le ciel qui lui est illuminé. Là. J'ai fait ça justement. J'en ai fait une avec une grange en avant-plan, puis j'en ai fait une avec des arbres, puis au loin, je pense que c'est la ville de Joliette qu'on voyait. Non, c'est pas vrai, parce que j'étais pas... Non, j'étais dans le bout de Trois-Rivières, donc c'était... Pas Trois-Rivières, mais c'était une autre ville juste après Trois-Rivières, je pense. Et Shawinigan. Peut-être Shawinigan. Et là, il y avait de la lumière jaune un peu orangée. J'ai évidemment un peu monté la saturation. Ça fait un paysage un peu à la Stranger Things. Là. C'est vraiment cool. Puis, mais c'est ça. C'est des tout petits albums que j'ai fait. Celui qui en a le plus, c'est 8 photos que j'ai mis sur Flickr. Mais je t'enverrai ça. Je remettrai les liens pour le fun dans les notes d'épisode. Ça, c'est le genre de truc qui donne de l'inspiration pour l'été qui vient. Ben oui, c'est vrai, ça fait plusieurs photos que je vois. Il me semble que ça serait le fun que j'essaie moi aussi. Puis c'est pas si compliqué que ça au niveau technique de réaliser ce genre de photos-là. Il y a vraiment beaucoup de trucs là, qui sont facilement disponibles. Puis donc, c'est ça, il y en a pour tous les niveaux. Oui. Parlant de créativité. Puis justement, on parlait du défi photo qui était intitulé « Les objets de tous les jours ». Ben, il y a un photographe qui a décidé de prendre des photos avec des objets de tous les jours, dont de la nourriture. En fait, une photographe, c'est Erin Sullivan.
qui a décidé de faire des photos de paysages, disons, avec des brocolis, avec des petites figurines. Il y en a que c'est avec des asperges. Elle a créé une espèce de lac artificiel avec un minuscule canot à l'intérieur. Puis il y a vraiment de tout, là. Un ciel étoilé, mais avec du savon à vaisselle, un peu comme j'ai fait, moi, pour le défi photo. Puis, mais j'ai pas pensé me servir de ça avec des figurines. Ça aurait pu être cool, effectivement. Mais il y a vraiment de tout, là. Un espèce de faux volcan, c'est des crêpes avec du sirop d'érable ou je sais pas quoi qui coule, puis ça a l'air... Ou c'est peut-être juste une chute d'eau, mais c'est vraiment spécial. C'est tout avec de la nourriture ou puis des mini-figurines. Vous irez voir ça dans les notes d'épisode. J'ai bien rigolé en voyant ça. Elle a fait preuve d'une belle créativité là, de transformer les aliments en scène de paysage, là, puis en incorporant les mini-figurines comme si c'était un univers miniature. Là. C'est très cocasse aussi. Puis, soyons dans l'actualité aussi, soyons dans l'air du temps. On parle du mouvement Black Lives Matter et tout ça depuis quelques semaines. Et puis, je suis tombé sur une compilation, moi, de 13 photographes afro-américains qui s'est intitulé comme ça. Là. C'est pas moi qui les interpelle, qui les appelle comme ça, mais donc ça dit 13 African American Photographers You Should Know, donc que vous devriez connaître. Et effectivement, il y a des photos vraiment intéressantes dans le lot. Si je veux nommer juste 2-3 noms, là, il y a Louis Draper qui fait beaucoup de photos de rue. Il y a Michael A. McCoy qui se concentre surtout sur les vétérans des guerres américaines, ceux qui ont un PTSD, donc un choc post-traumatique. Il y a Stephen Hurst qui se spécialise surtout dans la photo fashion un peu, dans le métro de New York. Donc, c'est assez intéressant comme angle, comme perspective. Et c'est quand même spécial de voir des mannequins qui posent alors que tu as des gens assis un peu partout dans les wagons de métro. C'est quand même un concept super intéressant, je trouve. Puis c'est ça. Il y en a 2, en fait, je pense, qui font ça, ou à moins que ce soit... Oui, il y a Aaron Pegg aussi, qui fait de la photo de mannequin dans le métro de New York. Donc, vous irez voir ça. 13 photographes avec chacun une vision et une démarche artistique différente et intéressante. Donc, à voir. Ben voilà, ça conclut ce 167e épisode. Merci beaucoup. Merci Pierre-Luc. Ça me fait plaisir. Merci à toi, mon cher. Et merci, chers auditeurs. Merci à Maxime qui travaille en arrière-plan encore, qui continue à publier des photos, la photo du jour sur la page Facebook, mais qui est aussi en train de nous dénicher un invité pour le dernier épisode régulier, de la saison régulière. Donc, en fait, on a même 2 candidats potentiels. Donc, on va voir, on va peut-être tirer à pile ou face, ou on fera une entrevue spéciale pour les membres Patreon. Donc, voilà. Prochain épisode, il y a pas mal de trucs. On va peut-être parler un peu du Huawei P40 Pro Plus. Il y a l'auteur de la photo qui a fait planter des milliers de téléphones Android qui s'est manifesté sur les internets. On va parler un petit peu de ça aussi. Puis, un paquet d'autres trucs. Donc, à ne pas manquer. Et donc, je vous rappelle rapidement, si vous voulez soutenir Objectif Numérique, vous allez sur le site et en haut à droite, il y a un petit lien qui dit « Faire un don » et vous pouvez choisir le niveau auquel vous souhaitez nous soutenir et puis vous pouvez décider d'arrêter tout de suite après un mois ou de laisser continuer, de changer de niveau. C'est comme vous voulez, c'est vraiment très apprécié et ça va nous permettre en fait de mettre en place un paquet de trucs de plus pour vous. Parce que, bon, je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est ça, j'ai perdu mon emploi, donc je consacre de plus en plus de temps à Objectif Numérique, mais évidemment, ça prend du pain, ça prend de l'argent pour mettre du pain sur la table, donc toute contribution est appréciée et va me permettre de créer encore plus de contenu pour vous. Donc, c'est un investissement que vous faites. Alors voilà, d'ici au prochain épisode, là, le beau temps est vraiment bien installé. Alors, même à toi, Pierre-Luc, et ça s'adresse à tous, à vos déclencheurs.